Non, je pense que ce qui est important, c'est qu'on conserve notre neutralité, qu'on étudie de façon objective tous les candidats et que les gens aient vraiment une idée assez nette de pour qui ils peuvent voter et pas voter, quoi. Faut pas qu'on donne notre avis. Qui votent selon leur conscience, nous on n'est pas là pour les influencer. Puis secret du vote, de toute façon. Secret du vote, nous on dira rien de toute façon. Rien du tout. Bon alors l'élection, hein, vous êtes inscrits ou vous avez encore eu la flemme? Ou alors vous êtes encore inscrits chez vos parents dans l'Allier, c'est ça? De toute façon, c'est trop tard pour s'inscrire. Ouais, on aurait dû vous engueuler avant. Bon alors les autres, je parle aux autres, c'est pas grave. Vous allez voter Jean-Luc ou vous êtes encore à chipoter en mode ah non, vraiment, moi Jean-Luc je peux pas. Il croit que la République c'est lui, c'est une graine de dictateur, gna 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 gna. Moi je veux qu'on reconnaisse le vote blanc, je suis plus malin que tout le monde. Ce que veut dire Usul, c'est que malgré les divergences tout à fait justifiées qu'on peut avoir avec Jean-Luc Mélenchon, il est aujourd'hui le candidat de gauche le mieux placé pour accéder au second tour. Voilà, d'ailleurs ça aurait été Jadot, moi je m'en fous, hein. J'aurais dit faut peut-être voter Jadot quoi, je m'en fous. De toute façon, s'il avait été en tête de la gauche, j'aurais même appelé à voter pour un pincher nain. Un quoi? C'est un petit chien. On va pas vous cacher que pour les bourgeois, tout va bien. Macron se porte comme un charme, et pour cause, il a réussi à construire pendant sa première campagne, et surtout pendant son mandat, une proposition politique qui met d'accord la bourgeoisie, y compris dans ce qu'elle a de plus divers. Au début, on est d'accord, Macron c'était la Startup Nation. Cette stratégie, elle lui a permis de rassembler largement un bloc bourgeois libéral qui va de l'électorat de Hollande à celui d'Alain Juppé, et ça lui a permis d'accéder au pouvoir presque par accident en fait. Ouais, y compris en l'emportant contre une bourgeoisie réactionnaire frileuse, bien plus à l'aise à la manif pour tous qu'à la station F, bien plus à l'aise avec Fillon qu'avec Macron. Mais en cours de mandat, il a su produire une synthèse pour intégrer les préoccupations de cet électorat. Qu'on pense à la nomination de l'abject Darmanin ou aux lois sécurité globale et séparatisme, les réactionnaires ont été rassurés par ces gages donnés au cours de ces 5 ans. Pour preuve, selon un sondage d'Ipsos pour France Info réalisé le 30 mars dernier, 31% des électeurs de Fillon en 2017 vont voter Macron le 10 avril prochain, contre seulement 29% pour Pécresse. Dis donc, comment allez-vous? Et vous-même? Heureux d'être parmi vous. Quand mettrez-vous les sous-vivre chez nous? Ah, ceux qui n'ont pas de fatigue n'ont pas droit à la boule. Oui. Croyez-moi qu'on va continuer le Vous travail. ferez? Ça c'est pour les vieux militaires racistes, mais il y a aussi le président de la Fédé des chasseurs qui a annoncé devant son renard empaillé qu'il allait voter Macron dès le premier tour. Bon, ça vaut ce que ça vaut, parce que de toute façon, les chasseurs attendent pas les consignes de leur chef pour savoir pour qui aller voter. Mais ça montre au moins une chose, c'est que les chasseurs, les militaires, c'est pas du tout la Startup Nation, ça. Et ça veut dire que Macron a su parler au-delà de sa base initiale et qu'il plaît aujourd'hui à toutes sortes de conservateurs. Pour finir, jetons un œil au vote des riches. Les 20% les plus riches, par exemple. Eh bien, ils ne s'y trompent pas, puisque d'après cette enquête IFOP fiduciale pour Paris Match, ils accordent à Emmanuel Macron cette énorme barre jaune, 41% dis donc. Ils sont vraiment malins les riches, Regardez le score de Mélenchon, il est tout petit, il est même plus petit que celui de Fabien Roussel, alors que Fabien Roussel, il est communiste. Peut-être qu'il s'est trop concentré sur les histoires de saucisses et que du coup, il est pas pris très au sérieux et que ça les fait juste marrer, en fait. C'est sûr que la révolution, ça vaut pas un bœuf bourguignon. Ah oui vraiment, Fabien Roussel n'est pas végan. Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage. Bref, on peut le dire, le projet politique qui semble le plus effrayer les bourgeois, c'est plutôt celui de la France insoumise. Alors est-ce que ça veut dire qu'à l'inverse, c'est le programme qui a le mieux pris en charge les attentes des classes populaires? Jules? Oui. Y a moyen, mais par contre, est-ce que les classes populaires vont voter pour? C'est là que ça se complique. Et pourtant, les partis, c'est là pour ça, pour que les gens puissent s'identifier à une organisation qui défend leurs intérêts. Les partis politiques sont aussi le reflet de la société, sont le reflet d'intérêts sociaux dans la société, sont le reflet des groupes sociaux dans la société. Évidemment, la sociologie des partis politiques, d'un certain point de vue, les partis politiques reflètent les divergences de la société. Donc ça, c'est la dimension conflictuelle d'un parti. Un parti, il reflète des groupes sociaux. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, les partis politiques étaient liés à des intérêts de classe sociale. Bon, si je vous dis que le Parti communiste, c'est le parti de la classe ouvrière, normalement, ça devrait pas vous choquer? Normalement, c'est lui. Normalement. Si je vous dis que LR, c'est le parti de la bourgeoisie conservatrice, ça devrait pas vous étonner non plus. Non, par contre, si vous êtes ni ouvrier, ni bourgeois, je comprends que vous vous disiez, du coup, c'est quoi mon parti? Il est où mon parti naturel? Aujourd'hui, tout est plus confus. L'archipélisation de la société a rendu difficile l'identification à une classe sociale. Déjà, c'est un problème. Un chauffeur Uber de banlieue peut tout à fait se dire qu'il est un patron de la Startup Nation et voter Macron. On en a parlé ici, mais les profs se voient parfois comme des acteurs modernes des grandes métamorphoses de l'école de demain et du digital et peuvent aussi voter Macron, pareil, ça va pas? En gros, dès qu'ils votent Macron, c'est parce qu'ils sont cons. Non, non, pas forcément. S'ils sont riches, c'est qu'ils sont malins. Par contre, il y a plein de gens qui ont du mal à se situer socialement et à identifier qui défend le mieux leurs intérêts. Et pour ça, rappelez-vous de l'adage déjà, T'es pas riche, du con. Et encore, je vous parle pas de ceux qui se sentent pas représentés du tout et qui préfèrent l'abstention, comme les plus précaires, les plus jeunes, qui de toute façon ne veulent pas voter pour un vieux bourgeois à cravate, quel qu'il soit. Dans les partis politiques,
la moyenne d'âge, alors PS, les partis traditionnels, PS, PC et même Vert, moyenne d'âge, 65 ans. Dans les adhérents des partis politiques. Ah oui, c'est très très impressionnant. Alors, il parle des Verts, Rémi Lefebvre. Et là, c'est intéressant parce que, vous savez, les Verts, c'est la gauche piste cyclable. Ouais, les Verts à l'origine, c'était un parti qui défendait une idéologie. Aujourd'hui, c'est plus un mouvement qui représente une classe sociale. Malgré lui. Il suffit de jeter un œil au meeting de Jadot. Europe Écologie Les Verts n'a pas réussi à mobiliser au-delà d'un groupe social particulier, les urbains, les diplômés, entre 30 et 50 ans. C'est cette classe moyenne supérieure progressiste dont on vous parlait dans notre épisode sur la gauche bourgeoise. Si la campagne de Jadot n'a pas réussi à séduire les classes populaires, c'est peut-être à cause de cette sociologie. Essayez de vous mettre à la place du bourgeois de gauche, essayez de voir la vision qu'il a des classes populaires. Bah elle vote mal déjà. Oui, elle cède au populisme. Ah et puis les bourgeois ils aiment pas ça les populismes parce que les populismes c'est les extrêmes. Ouais, le pluriel est important, hein. Et là, ce qu'on disait en mai 2020 se confirme quand on entend la violence des attaques de Jadot contre Mélenchon. Est-ce qu'un vote utile, c'est un vote qui, on le sait, pendant longtemps, a été une complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine? Je veux dire, Jean-Luc Mélenchon a validé les bombardements de Poutine sur les populations civiles en Syrie. Jadot se base pas sur rien quand il dit ça. C'est vrai qu'on peut trouver un tas de citations de Mélenchon sur la Syrie, sur l'Europe de l'Est, sur la Russie, qui sont un peu pénibles à réécouter aujourd'hui. Que la France va mal. Moi, c'est ça que je comprends pas. Mais ça, c'est l'idée que tu te fais. Putain, descends de ton arbre, va voir les gens, ils sont pas aussi cons. Parce que vous prenez les nouveaux entrants de l'Est. Hein. Eh ben, qui ça, se faire foutre. Les Lituaniens, t'en connais un, toi, le Lituanien? J'en ai jamais vu un, moi. Candidat en province. Hein. Concernant les attaques de Jadot, ce qui nous dérange, c'est leur timing et leur violence. Parce que si Mélenchon a choisi globalement d'épargner les écolos pendant cette campagne, l'inverse n'est pas vrai. Ouais, on sent que la gauche vélotaf a une aversion insurmontable pour Mélenchon. Mediapart a organisé mardi dernier un petit débat entre des gens de gauche pour qu'ils argumentent sur leur décision de voter ou non pour l'Union populaire. Alors il y a ceux qui vont y aller sans enthousiasme, comme Caroline Dehaas, malgré les maladresses de Jean-Luc ou de ses militants les plus insupportables. Moi, un des éléments qui a fait que j'ai beaucoup hésité, c'est que donc, je suis militante féministe, je suis présente sur les réseaux sociaux et j'ai été victime de beaucoup de campagnes de cyberharcèlement. Et en fait, il y a deux catégories de militants qui me cyberharcèlent. Les plus importants, c'est les fachos. Et juste en dessous, c'est les militants de la France Insoumise. Et donc, quand vous êtes victime de cyberharcèlement de la part de militantes et de militants d'un parti politique, vous n'êtes pas, vous n'avez pas très envie de voter pour ce parti à la base, quoi. Mais bon, elle va se forcer, parce que bon, déjà, le programme, et ensuite, en face, c'est la menace fasciste. Mais il y en a quand même pour qui le vote Mélenchon est inenvisageable. C'est le cas, par exemple, du chercheur Frédéric Sawicki. La position internationale de Mélenchon, on peut y revenir en détail, elle n'est pas neuve, mais aujourd'hui, dans la situation de guerre, d'invasion de l'Ukraine, les positions qui sont les siennes, effectivement, sont, de mon point de vue, intolérables, inadmissibles. Voilà. De la même façon que un certain nombre de ces positions pendant les mobilisations anti-Covid, pour moi, effectivement, était plus qu'ambigu, de défense des mouvements anti-vax ou de surfer sur cette vague. Bon, voilà, c'est des éléments très importants. Ah, on l'a même dit ici qu'il n'avait pas été clair sur la campagne de vaccination, parce que bon, il sait qu'il y a des gens qui votent pour lui chez les anti-vax. Ouais, mais ça, c'était un choix stratégique. Alors nous, on passe outre, mais il y a toute une partie de l'électorat de gauche qui n'a pas apprécié ses prises de position. Et c'est tout particulièrement vrai des urbains diplômés tentés par le vote Jadot. La gauche vélib. Ces gens-là ont certaines valeurs qu'ils placent au-dessus des considérations stratégiques du moment et qu'ils placent en tout cas au-dessus de certaines autres questions politiques, notamment la question sociale finalement. Par exemple, bien qu'ils prétendent le contraire, la fin du monde passe souvent avant la fin du mois. La planète brûle, c'est l'urgence absolue. Leur niveau d'éducation et leur confort matériel leur permettent en effet d'avoir cette hauteur de vue, contrairement aux classes populaires qui fonctionnent à l'instinct. À propos de Jadot, ces quelques citations glanées par Mediapart illustrent bien ce sentiment d'appartenance au camp de la raison. Ses soutiens ont mis en avant qu'il était le seul vote rationnel. Parler à l'intelligence des électeurs, pas à leur instinct. Ajouter des cris aux cris a rarement permis de se faire entendre « ce n'est pas ce que je suis », nous dit Yannick Jadot. Sauf que là où ils sont un peu coincés, c'est qu'ils peuvent plus invoquer leur supériorité sur les questions écolo, vu que le programme de l'Avenir en commun a été salué par tout un tas d'associations comme le Réseau Action Climat ou même Jean-Marc Jancovici. Est-ce que pourquoi pas? Et puis de toute façon, Mélenchon avait intégré la question écologique à son programme depuis au moins 2012. Je cultive mon shit moi-même, donc je suis écolo. Hein. Quoi? J'ai mes plants de bœufs sur le balcon. Et puisque Jadot peut pas l'attraper là-dessus, lui et ses électeurs vont justifier leur dégoût par des valeurs morales. Attention, on veut pas dire qu'ils sont hypocrites. On pense qu'ils sont sincèrement dégoûtés par Mélenchon, que vraiment ça passe pas, qu'ils peuvent pas. Et quelque part, là, on peut dire aussi que c'est de la faute de Mélenchon. C'est lui qui a pas su rassurer ces gens-là, les gens de la gauche. Je pense que les positions qu'ils défendent sont contraires aux valeurs
qui sont les miennes, c'est-à-dire des valeurs européennes, libérales, on va dire anti-autoritaires. Bon, ça c'est pour le centre-gauche, en tout cas la gauche. Oh, ça suffit là, les bagnoles, là, il y a un panneau M12, j'ai le droit de traverser. Ouais, je pense que les gens ont compris. Ouais, on arrête là. Ouais. Maintenant, pour ce qui est des classes populaires, quelles sont les limites de la stratégie des Insoumis? Ouais, parce que c'est bien 15%, mais il va falloir encore aller en chercher des électeurs. Allez, on se bouge le cul, là, on va faire chier tout le monde là. Allez insulter des gens sur Twitter. Non, les encourage pas, ils sont déjà assez pénibles comme ça. On l'a dit, le programme de l'Union populaire propose un débouché politique aux aspirations des exploités précarisés, aux classes moyennes angoissées, aux étudiants fragilisés, aux fonctionnaires maltraités et même aux banlieues stigmatisées. Du coup, le problème, c'est pas tellement le programme. Le problème, c'est que les classes populaires n'adhèrent pas massivement et ne se sentent toujours pas représentées malgré les efforts programmatiques des Insoumis. Bon, il y a un vote populaire d'extrême droite. Hein. De toute façon, il y a toujours eu des prolos de droite. On s'en fout, c'est pas eux qu'on va convaincre, donc eux, on les met de côté. Non, le problème chez les autres, là, c'est l'abstention, mais aussi la désertion des partis politiques, parce que non seulement ces gens-là votent peu, mais en plus, ils militent peu. Il y a un énorme problème aujourd'hui, c'est que les milieux populaires ne sont plus représentés du tout par les partis politiques. Hein. C'est stupéfiant. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas un seul député qui est d'origine ouvrière. Je vous rappelle que les ouvriers représentent encore 25% de la population active. La France insoumise, c'est un parti qui, en fait, aurait pu être un parti un peu contre-société, mobiliser les milieux populaires. Jean-Luc Mélenchon a très clairement fait le choix de ne pas le faire. Hein, et globalement, c'est un parti qui est très peu ancré dans les milieux populaires. Hein, globalement, c'est un parti aussi... tout à l'heure, j'évoquais la surreprésentation des milieux populaires, qui est terrible, la France insoumise. Hein. C'est très, très diplômé, très Sciences Po, etc. Enfin, c'est très impressionnant. C'est un parti qui se veut populiste et proche des milieux populaires, mais qui ne l'est pas du tout dans la sociologie, ni de ses membres, ni de ses candidats. On a donc un parti qui fait beaucoup d'efforts pour être le porte-parole des prolos, mais il le fait sans les prolos, et ça se voit. Oui, et c'est pareil pour les habitants des banlieues. Alors oui, il y a eu un appel à voter Jean-Luc, qui a été lancé par des militantes et des militants des quartiers populaires. L'Avenir en commun semble répondre à certaines de leurs préoccupations sur des questions comme le racisme, l'islamophobie ou les violences policières, et il y a fort à parier qu'il y aura un gros survote Mélenchon dans les banlieues. Mais là aussi, parfois, ça coince, et c'est Fatima Ouassak, porte-parole du Front de Mer, un collectif de parents qui travaillent dans les quartiers, qui le dit sur Mediapart. La France insoumise perçoit les habitants des quartiers populaires comme de simples cartes électorales. Fatima Ouassak ne veut pas appeler à voter pour Mélenchon. Elle a même refusé de signer l'appel On s'en mêle, dont on vous a parlé juste avant. Sa stratégie à elle est de continuer à construire l'autonomie des luttes des quartiers, quitte à faire l'impasse sur les grandes échéances électorales. À mon sens, la France insoumise passe quand même son temps à récupérer nos luttes pour en faire des éléments de langage pour plateau télé, parce que c'est quand même ça, sur les questions des quartiers populaires. Et finalement, c'est vrai pour l'ensemble des classes populaires. C'est ce qu'on vous disait juste avant, et c'est une critique valide de la France insoumise. Mais en fait, c'est ce qui est reproché dès 2017 à Jean-Luc Mélenchon, c'est de ne pas avoir construit ce parti accueillant, démocratique, qui pourrait être plus représentatif, y compris de son propre électorat. Alors si quelqu'un peut nous bricoler ce parti d'ici dimanche, moi je suis chaud, j'ai envie de voter pour ça. Par contre, bon, pour l'instant, ce parti, il n'existe pas, ni à la FI, ni ailleurs. Donc, pour l'instant, on fait quoi? Bah, nous, notre choix, vous le devinez probablement, hein. Ça fait 5 ans qu'on commente les dingueries du président Macron et la montée du fascisme. On aimerait bien passer les 5 prochaines années à commenter les bêtises du président Mélenchon. Oui, qui a mis une hydrolienne sur ma piste cyclable, c'est n'importe quoi. J'en ai marre de ce président. Ça va être trop bien. Bref, vous voyez, je pense qu'il y aura à dire de toute façon, mais ce sera globalement moins flippant, et donc, on pourra faire plus de blagues. Notamment sur les vélos. Voilà, à lundi, dans 2 semaines. Je pense que si la gauche arrive au second tour, pour la saison prochaine d'OLG, on pourrait peut-être retourner en hebdomadaire. En gros, tu dis que si les gens ne votent pas pour le candidat de gauche le mieux placé, ils n'auront pas une émission toutes les semaines. Non, je dis pas ça. C'est pas du tout un genre de chantage au vote. Non, non, d'accord. C'est juste que je serais plus inspiré si la gauche est au second tour pour les 5 ans à venir, je pense. Ça me reboosterait et bam, hebdo.